Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'État est-il un malade imaginaire de sa dette? Mathieu Pigasse de la Banque Lazare s'est fait un nom en conseillant les pays d'Amérique du Sud et la Grèce sur la restructuration de leurs dettes. Elle est passée par Lehman Brothers, puis, comme Emmanuel Macron, par la Banque Rothschild. Elle, Karen-Laure Kichel, est désormais la Française qui murmure à l'oreille des puissants, comme l'a surnommé Le Monde, celle qui conseille les États sur la relance et sur leurs dettes publiques, en Europe comme en Afrique, celle enfin qui a lancé à Sciences Po la première chaire en Europe consacrée à la dette souveraine. C'était en novembre 2019, à l'occasion d'une grande conférence inaugurale autour du grec Alexis Tsipras. Conseillère financière, elle a monté il y a 2 ans sa société de conseil indépendante. J'ai peur d'écorcher le nom. Global Sovereign Advisory. Ouais, j'arriverai pas. Masqué plus en anglais. Allez-y, dites-le à ma place. Global Sovereign Advisory, GSA. C'est parfait, GSA, on va parler comme ça. Bonjour à vous, Anne-Laure Kichel. Bonjour. Et des centaines de milliards d'euros de dettes en France depuis le début de la crise sanitaire. C'est grave, docteur? Écoutez, je crois que c'était absolument nécessaire parce que il faut qu'on se remette, même si ça semble être une éternité, dans les premiers instants de la crise. Cette crise, elle nous tétanise complètement parce qu'elle est complètement différente en fait des crises qu'on a pu voir précédemment. Et celle qui nous restait le plus en mémoire était la crise de 2008-2009, qui était une crise financière et qui s'est ensuite, après, mise dans l'économie. Là, ce qui se passe, c'est une pandémie et c'est tout d'un coup l'intégralité du monde qui progressivement, mais après globalement, se trouve à l'arrêt. Et donc, face à un choc comme ça, qui est vraiment sans précédent par son ampleur, par sa nature, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où il faut se dire qu'il faut soutenir les économies, évidemment les individus, évidemment les entreprises, mais qu'il faut soutenir. Et alors on a des formules qui ont été utilisées comme le « quoi qu'il en coûte ». Est-ce que c'est quoi qu'il en coûte? En tous les cas, il fallait soutenir sans aucune hésitation. Donc premier diagnostic, ce n'est pas grave ou ce n'est pas encore grave pour l'instant. En tout cas, c'était nécessaire. Alors, c'est nécessaire et dans la première partie de cette phase de crise, c'est absolument même indispensable. Parce que quand vous avez une crise comme ça, c'est le choc au début. Et face au choc, il faut répondre. Il n'y a pas à tergiverser. Quelque part, la réponse que les gouvernements ont apportée, de manière d'ailleurs assez globale, parce qu'à peu près tous les gouvernements ont fait plus ou moins la même chose. Tous les gouvernements ont soutenu des individus, tous les gouvernements ont soutenu des entreprises. Après, il y a des mesures qui ont été plus ou moins efficaces, mais les philosophies ont été les mêmes en termes économiques. Sanitaires, c'est différent. Et donc ça, c'était absolument nécessaire. C'est après que les choses sont plus différentes, plus diverses, et où potentiellement on peut prendre un risque si on s'endette à des choses qui ne sont pas productives pour l'avenir. Alors là, déjà, c'est quand même un changement de discours assez étonnant, pas forcément de votre part, Anne-Laure Kichel, mais on le voit aussi du côté des gouvernements, des dirigeants. Après des années et des années de rhétorique anti-dette, depuis le début de la pandémie, les États laissent filer et ne semblent pas s'en inquiéter. En disant cela, vous aussi, vous n'êtes pas dans l'orthodoxie habituelle, économique, en tout cas en matière de dette. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'avant, on était dans un mauvais raisonnement? Je pense qu'avant, on était dans un mauvais raisonnement, oui. Alors, moi, j'ai fait preuve de cohérence, on va dire, depuis plusieurs années. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai jamais pensé, et on est finalement plus nombreux que ça à l'avoir pensé, que des ratios qu'on nous fixait, parce que quand on regarde la dette, il y a beaucoup de gens qui regardent le ratio de dette sur PIB, et qui est en fait, si j'essaye de l'expliquer, de la dette par rapport au revenu d'un État. Donc c'est une grandeur qui est intéressante, mais qui est très imprécise finalement et qui peut être éminemment critiquable. Et on a eu des dogmes qui se sont inscrits. Alors certains étaient autour d'un ratio de 90, qui était un ratio magique. Il y a d'ailleurs une polémique autour de ça. Et c'est d'ailleurs au nom de ce ratio-là qu'on a aussi imposé, par exemple, à la Grèce, de fortes mesures d'austérité. En France, on avait un peu le chiffre magique des 100%. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'année dernière, si on fait la moyenne de tous les gouvernements dans le monde, on a passé cette barre symbolique des 100%. On est à peu près à 110%. Donc, comme quoi les barrières se franchissent, en effet. Et le monde ne s'est pas encore effondré. Exactement, sans que le monde se soit effondré. Donc, on s'est beaucoup concentré sur ce ratio qui, il ne faut pas non plus dire qu'il n'a aucune importance, mais en tous les cas, il a eu une importance beaucoup trop forte par rapport à sa réalité. Parce que plus que ce ratio-là, ce qui est important, c'est aussi la charge d'intérêt, et donc finalement la charge de la dette. Et donc plutôt les intérêts par rapport aux revenus de l'État qui sont importants. Et c'est là où c'est particulièrement intéressant de regarder la période actuelle, puisqu'on s'endette à des taux qui sont
particulièrement bas. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, s'endetter, bien sûr que non. Mais c'est un élément absolument clé qu'il faut prendre en compte, en particulier quand on considère des plans de relance. Mais votre remarque est très intéressante parce qu'en effet, il y avait certainement des fautes de raisonnement. Il y avait aussi une justification de théorie autour de l'austérité qui, quelque part, faisait qu'on justifiait le fait de ne pas augmenter de la dette. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut, là aussi, qu'un État soit mal géré. C'est pas du tout ça. Il faut tout simplement que les dépenses soient bien allouées. Bien sûr, il faut un système de santé performant. Bien sûr, il faut un système éducatif performant. Bien sûr aussi, il faut... Vous dites bien sûr, mais ce n'était pas l'évidence des dernières années non plus. Enfin, sans dire qu'on ait laissé partir totalement à volo nos systèmes de santé, ce n'était pas la priorité qui avait été donnée dans les dépenses publiques. Vous avez raison de dire qu'on a plutôt regardé le fait de resserrer les choses et donc de diminuer les dépenses, plutôt que de se dire quelles sont des dépenses d'investissement. Parce qu'en fait, dans les ratios qu'on regarde, la grande distinction qu'on ne prend pas en compte, c'est quelles sont les dépenses de fonctionnement, ou un peu les dépenses courantes d'un État, et quelles sont les dépenses d'investissement. C'est comme d'ailleurs pour un ménage. Les dépenses courantes doivent être maîtrisées, enfin tout ça doit rentrer dans un budget. Mais quand on a un investissement à faire, que ce soit parce qu'il faut qu'on finance les études d'un enfant, qu'il faut qu'on ait un projet immobilier, ce genre de choses, c'est des choses qui sont différentes, qui sortent quelque part du quotidien. Quand c'est un investissement pour le pays, qui sont absolument des investissements clés, il ne faut pas se poser la question de la pertinence de l'investissement. Enfin, dit autrement, du financement. Que cet investissement soit pertinent parce qu'il soit en ligne avec une idée de planification de l'économie qu'on peut avoir, ou parce que ça finance par exemple la transition écologique ou d'autres choses. Ça, c'est évidemment de très très bons investissements. Et là, à ce moment-là, les financer par de la dette sont des choses qui sont tout à fait acceptables. Mais en effet, il y a à la base, et très certainement, une erreur de raisonnement dans les ratios qu'on regarde, mais également dans ce manque d'intérêt, et c'est ça qui me frappe le plus, de l'usage de la dette. Parce que en agitant des chiffres autour de la dette, et ça on le fait beaucoup, d'ailleurs on agite des trilliards, des milliards, on ne sait d'ailleurs même plus, très honnêtement. Mais finalement, ce n'est pas tant ça l'important. L'important, c'est pourquoi faire. Parce que si cette dette est utilisée pour transitionner une économie, alors on parle beaucoup d'écologie, de verdir l'économie, c'est une des manières, mais aussi pour former les gens, puisqu'on sait très bien qu'il y a, et on le voit par exemple en France, mais on pourrait le voir dans d'autres pays, il peut y avoir une inadéquation entre les demandes du marché de l'emploi et la qualification de certains des travailleurs. Donc il y a évidemment un sujet de formation pour rendre ça en inadéquation. Vous savez très bien qu'il y a un nombre beaucoup trop important de métiers et d'emplois qui ne sont pas pourvus, ce qui est d'ailleurs un scandale particulièrement fort. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas forcément une mise en relation et des compétences. Et ça, évidemment, ça ne peut se faire que par la formation. Et peut-être aussi parce que le temps politique n'est pas le temps de l'investissement. C'est-à-dire que si on a une vision court-termiste, et ça peut s'expliquer, ça peut se justifier, investir dans les systèmes de santé, dans l'université, dans la formation, c'est pas ce qui rapporte tout de suite par rapport à d'autres investissements qui sont plus lucratifs ou producteurs, en tout cas de résultats, sur des périodes à court terme. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est aussi parce que l'État doit avoir plusieurs temps. Qu'on soit d'ailleurs en temps de crise ou pas en temps de crise. Évidemment, dans un temps de crise, il faut savoir répondre à l'urgence. Et quand on regarde, comme je le disais tout à l'heure, la réponse à l'urgence a plutôt été pertinente. Mais il faut après la réponse, en effet, sur le long terme, et qui nécessite d'avoir des outils de planification. Quand on dit ça, c'est le fait d'aussi savoir voir qu'une population vieillit, savoir voir qu'il y a des mutations qui se font dans les compétences. Il faut évidemment savoir gérer cette période de transition entre cette phase 1 et cette phase 3, qui sont des choses extrêmement difficiles, parce que c'est comment amener une société d'un point A à un point C. C'est pas du tout évident. Et souvent, les temps, en effet, politiques, ou les temps de raisonnement même, je n'irai même pas jusqu'au temps politique, je dirais les temps de raisonnement, sont de temps en temps pas appropriés à cette manière de faire. Et c'est comme ça qu'on arrive à ne pas avoir assez de médecins, parce qu'on n'a pas prévu tout ça, parce qu'on n'a pas vu que quand on imposait des quotas, quand on imposait des numerus clausus, ça pouvait ensuite poser des questions. On n'a pas vu que dans les campagnes ou dans des zones plus reculées, on avait moins de médecins, ou en tous les cas, c'est une expérience vécue qui est rapportée par les citoyens, mais qui n'est peut-être pas mesurée de manière forte et suffisamment en amont pour qu'on puisse dire comment se réorganise-t-on, puisque ce sont des situations inacceptables. Vous, Anne-Laure Kiechel, où est-ce que vous avez appris tout ça ? Est-ce que c'est sur le terrain ? Est-ce que c'est à HEC ? Cette idée qu'il faut aussi penser en plusieurs temps, à plusieurs échelles. Vous avez notamment conseillé la Grèce, entre autres, et plusieurs États sur la question de leur dette souveraine. Où est-ce que vous avez appris ça ? C'est ce que vous disiez très bien, sur le terrain. Il n'y a pas non plus d'apprentissage meilleur que sur le terrain. On a bien sûr des connaissances théoriques et ensuite confronté à la réalité des choix,
ce qui s'impose, c'est la nécessité de la cohérence. Alors et l'exemple grec, et en effet, les 3 années que j'ai pu passer en Grèce ont été un enseignement extrêmement fort, mais pas le seul. Qu'est-ce que vous y avez compris en vous confrontant à cette situation grecque qui a quand même été longtemps un espèce de nœud indémêlable entre les disputes de la Grèce et les demandes, les exigences, les dictats de la Troïka? Comment vous avez compris ce qui était en train de se jouer? J'y ai vu, et vraiment sous mes yeux, une perte de souveraineté d'un pays. Et ça, c'est quelque chose, quand vous le vivez au quotidien, dans peut-être la quasi-totalité des actes que vous devez prendre quand vous conseillez un gouvernement, c'est quelque chose où l'on ne peut que se dire « je ne veux jamais que ça arrive pour mon pays », évidemment, a fortiori pour d'autres pays. La deuxième des choses que j'ai vues, c'était combien une doctrine, donc ça s'appelait l'austérité, pouvait quelque part faire des erreurs de raisonnement. Je n'ai jamais considéré que le fait de couper dans des dépenses de santé, et ça allait automatiquement mener au fait d'avoir très très peu de machines pour soigner par exemple les patients contre le cancer. Enfin, on voyait très bien que ce genre de choses qu'on nous demandait de faire allait nous mener quelques années plus tard à ce type de situation. Jamais pu trouver que c'était acceptable ou quelque chose de pertinent. Et j'ai aussi vu que souvent, par rapport à certains des dirigeants grecs, il y avait des points de vue qui étaient à charge et qu'on imposait des choses qui peut-être avaient du sens d'un point de vue des ratios, mais pas dans la vraie vie des gens. Puisque quand vous avez la chance de conseiller un pays, évidemment, vous ne restez pas enfermé dans un ministère ou dans un bâtiment, vous sortez, vous discutez, et ça vous donne aussi une vraie conscience de la vie. Et donc, ce que j'essaye de faire, et en tout cas ce qui est ma passion et mon quotidien, c'est d'essayer de mêler les expériences, bien sûr, puisqu'on s'enrichit au fur et à mesure du conseil qu'on peut faire auprès de pays. Évidemment, les connaissances théoriques. Et puis ensuite, après, cette mise justement en adéquation pour des solutions pratiques et surtout, je l'espère, cohérentes. Puisqu'il n'y a rien de pire que de prendre une décision de la main droite, de faire l'inverse de la main gauche, parce qu'évidemment, c'est une situation qui ne produira jamais des résultats productifs pour les populations. Comment va la Grèce aujourd'hui ? C'est difficile à dire parce que Alexis Tsipras quitte le gouvernement en ayant laissé une situation fiscale tout à fait saine, voulant dire que voilà, une partie des questions de la dette était traitée. D'un point de vue économique, tout restait quelque part à faire, puisque l'économie grecque était à réparer, avec des sujets extrêmement forts, comme par exemple le fait d'avoir plus d'1 demi-million de jeunes Grecs qui ont quitté le pays, et qui étaient des jeunes Grecs qualifiés. Donc là, vous voyez bien que c'est une absurdité. On les forme avec une éducation encore extrêmement solide, et dès qu'ils peuvent, et je comprends pourquoi, ils partent à l'étranger. On a laissé, et le pays a été laissé avec certaines augmentations, par exemple le salaire minimal, mais qui n'a pas encore pu être au niveau qui était à peu près 750 € d'avant la crise. Donc on est aux alentours de 650 si j'arrondis les choses. Donc quelque part, une situation améliorée par rapport à l'horreur des 10 années précédentes, mais certainement pas au niveau de ce qu'on peut souhaiter pour un pays. Et évidemment, des fragilités béantes sur les systèmes de santé, des fragilités béantes sur ce que je disais sur l'économie et sur la compétitivité de l'économie grecque, qui font que, si elles ne sont pas adressées rapidement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alors, sans opposer l'économie aux politiques, est-ce qu'il y a des propositions que vous avez faites à ce moment-là au gouvernement grec et qui n'ont pas été retenues et vous déplorez ça aujourd'hui ? Non, là j'ai eu beaucoup de chance parce j'étais très en phase avec le gouvernement que j'ai eu l'honneur de conseiller. On a été pris beaucoup par l'urgence du temps puisque les élections ont mis fin au mandat du Premier ministre Tsipras. Et quelque part, on avait, comme je le disais, beaucoup traité la situation budgétaire et moins la situation économique parce qu'on traitait l'urgence et on traitait la liquidité du pays plutôt que l'économie. Donc on a été dans l'urgence plutôt que sur le moyen long terme. Et il revient aux successeurs de pouvoir s'atteler à ça. On a vraiment travaillé de manière collégiale. Ce qui était difficile, évidemment, c'était de se battre contre la Troïka, contre certaines des institutions, où là, on n'était pas en phase du tout avec ce qui était imposé. Dès qu'on a pu s'affranchir de certaines des choses, on a pu le faire. Le débat se faisait vraiment à un moment où l'austérité était, vous le rappeliez, la pensée dominante. Il y a fort à parier que la situation actuelle serait différente en termes d'approche. Si la Grèce se retrouvait dans la situation dans laquelle elle était il y a quelques années maintenant, on aurait peut-être d'autres approches.
Alors justement, on le voit bien dans le film du cinéaste Costa Gavras sur la situation en Grèce, les batailles doctrinales, dogmatiques qu'il y a pu y avoir à Bruxelles sur cette question de la dette et de la restructuration de la dette grecque. Est-ce que vous pensez qu'au niveau européen, on est en train de changer de doctrine aujourd'hui? Est-ce que cette crise sanitaire, c'est peut-être un de ses effets positifs, entre guillemets, une de ses vertus, c'est qu'elle a permis une prise de conscience à l'échelle européenne? Alors, il y a des choses qui ont bien fonctionné au niveau européen. La première des choses qui a bien fonctionné, c'est la réponse de la Banque centrale. Et quelque part, c'est assez logique, parce que la Banque centrale est finalement l'organe européen le plus abouti, le plus construit. Donc, la réponse à l'urgence qu'ils ont faite, et qui était aussi d'étendre le montant des programmes, d'étendre leur profondeur, d'étendre leur champ, tout ça a été particulièrement pertinent. Après, sur le reste, il y a en effet eu des avancées importantes au vu des blocages européens qu'on avait vécus au cours des dernières années. C'est toujours intéressant de remettre les choses en perspective, parce qu'on a oublié, mais l'idée de mutualiser les dettes, en fait, est assez ancienne en Europe, puisqu'elle date à peu près de 75. Puisqu'à l'époque, donc en 75, évidemment, choc pétrolier, et donc c'est la première fois où on commence à se dire, mais il faudrait peut-être des émissions supranationales pour essayer de s'entraider. Bon. Il y a même un éminent européen convaincu, Jacques Delors, qui faisait des propositions pour justement dire, ça c'était un peu plus tard, plutôt vers les années 80, et qui disait, il y a des projets évidemment qui sont trans-européens, ces projets trans-européens-là doivent être quelque part financés de manière commune par l'Europe, par la Commission, enfin peu importe quel était l'organe, mais enfin en tout cas de manière commune. Les ratios qu'on a pu imposer, les fameux critères de Maastricht, ont mis quand même une fin à ce type d'idée et à ce type de générosité peut-être ou de mutualisation. Alors, il y a des organes qui ont émis. La Commission émet, la Banque européenne d'investissement émet, l'ESM aussi émet, donc le mécanisme de stabilité européen. Donc, il y a des organes européens qui peuvent émettre. Mais ils émettent relativement à nos besoins européens en très faible quantité. Donc s'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que la Commission accepte maintenant d'émettre de manière beaucoup plus massive, puisqu'on va voir le volume des émissions de la Commission à peu près augmenter de 15 fois sur 3 ans. Donc c'est quand même un volume important. Alors maintenant, le vrai sujet, c'est aussi pourquoi faire. Et c'est là où c'est intéressant, puisque c'est a priori pour financer la relance, a priori aussi pour financer une relance qui serait verte, enfin, en tout cas c'est la promesse qui est faite, et avec des mécanismes justement de diffusion au sein des États. Donc tout ça, ce sont des promesses qui sont intéressantes. Après, c'est toujours la même chose. Entre l'idée et la mise en œuvre, il faudra bien regarder les détails, puisque comment ça va concrètement se mettre en place, à partir de quand, pendant combien de temps les États vont pouvoir aussi être exonérés des sujets budgétaires, puisque la plupart des États ont quand même dépassé les limites des critères de Maastricht. Donc, quand est-ce qu'on va potentiellement revenir à la normale là-dessus? Comment ça va se faire? Est-ce qu'on va demander des efforts brutaux? Est-ce que ça va être progressif? Il y a beaucoup de choses à voir là. Mais si on reprend budget et dette, on a progressé au cours des derniers mois, mais il y a encore beaucoup de sujets à résoudre. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur quelque chose qui n'est pas encore stabilisé. Ce que je veux dire par là, on n'a pas de budget commun. Et donc on n'a pas de dette commune. Tout ça est tout à fait logique finalement. Et c'est pour ça que je rappelais au début que la Banque centrale est quelque chose d'abouti, parce que c'est un organe absolument constitué, logique, etc. Sur les autres grandeurs, que ce soit budgétaire, que ce soit dette, on fait des progrès, mais on essaye et on veut se marier, mais sans vouloir se marier. Enfin, et donc, on est de nouveau repris entre nos contradictions habituelles, où il y a, pour simplifier, mais certains des frugaux qui considèrent qu'ils ne veulent pas être responsables de la dette des autres, et certains qui disent, mais non, il faut absolument tout mutualiser. Alors, le débat est évidemment beaucoup plus complexe, parce que si on se concentrait sur l'usage de la dette, je pense qu'on pourrait de manière assez commune se mettre d'accord sur la nécessité pour l'Europe de transitionner son économie, que ce soit en lui donnant un caractère vert, mais en tous les cas de l'adapter beaucoup plus à certaines technologies. On l'a d'ailleurs vu dans certains des plans de relance des pays. On voit que l'Allemagne fait des efforts très forts sur la digitalisation, on voit que l'Allemagne fait des efforts très forts sur l'hydrogène également. Donc on voit ce genre de choses. Mais donc on pourrait tout à fait le faire au niveau européen. Et c'est ce genre de choses qu'il faut en tout cas inciter à faire. Voilà, on va poursuivre cette discussion
discussion autour du bon usage et du mauvais usage de la dette. On va quand même écouter ce qu'en disent un peu nos responsables politiques en repartant de certaines voix françaises. Vous parliez de cette évolution des mentalités concernant les dettes souveraines, voire de cette révolution des esprits qui s'apparente parfois à une révolution de palais. On va écouter les mots de François Bayrou, notre haut commissaire au plan. Alors lui, il a longtemps été contre la dette, pour faire simple, et il est en train de changer à l'épreuve des faits, à l'épreuve de cette crise sanitaire. Récemment, il a recommandé, c'était à la fin de l'année dernière, de cantonner la dette issue de la crise du coronavirus. Et puis, il a parlé aussi de différer, d'amortissement. On l'écoute et puis vous nous expliquez ce que ça veut dire, si vous le voulez bien, juste après. Le François Bayrou qui serait venu devant vous il y a 10 ans, alors avait des idées absolument granitiques sur la dette, les garanties qu'on doit apporter, qu'on doit toujours finir par les payer. Et aujourd'hui, j'observe les choses, je lis autant que je peux, je parle avec les plus grands spécialistes autant que je peux, qui ne sont pas si nombreux que ça. Et je pense que nous sommes dans un univers d'incertitude. Or, un univers d'incertitude, ça veut dire une chose évidente, c'est qu'il est très difficile d'investir. Et voilà la situation, la première devant laquelle nous sommes. Alors je vais dire des choses qu'on me reprochera, donc je les dis avec humilité, prudence et humour. Est-ce que je pense que la cession de participation de l'État est à l'échelle de ce que je suis en train de décrire? Peut-être pas vraiment. Voilà, alors l'incertitude qui fait même trembler le granit, les mots de François Bayrou à propos de la dette et de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, de cette reconversion de l'État et d'une partie du personnel politique à la dépense, peut-être aussi au sein des économistes, on peut en reparler après, paraît justement un livre des économistes atterrés, La dette publique, un petit précis d'économie citoyenne qui entend revenir sur toutes les idées reçues assez tenaces sur le sujet, et notamment la dette publique comme fardeau pour les générations futures, l'idée que la France vivrait en permanence au-dessus de ses moyens. On voit donc cette lente reconversion des esprits. Qu'est-ce qu'il entend, François Bayrou, par cette idée de cantonner, du cantonnement de la dette? Alors, ce qui est intéressant, c'est, et en effet, on se rappelle du point de vue et des propos et de ce qu'il a défendu pendant de très nombreuses années, la dette était tout à fait associée au fait de mal dépenser. Vous étiez un mauvais gestionnaire, c'est pour ça que vous aviez de la dette. Bon. Et on se rend compte évidemment que maintenant les choses sont plus compliquées. Alors, l'idée qu'il développe autour d'un cantonnement de la dette, c'est de dire l'État français vivait sa vie comme il devait avant le Covid. Arrive le Covid et donc il y a de la dette qui est engagée à cause du Covid. Et donc l'idée, en tout cas l'idée qu'il développe, serait de distinguer ce qu'on pourrait appeler la dette Covid, et donc qui est liée à toutes les dépenses qui ont dû se faire à cause du Covid, de l'isoler, de la séparer, et de lui allouer des recettes particulières. Et donc, pour faire ça, vous avez besoin d'une loi organique qui, quelque part, met des recettes d'un côté et met la dette de l'autre côté. Et en effet, vous pouvez après dire que la dette, vous la rééchelonnez ou vous l'allongez. Bon. Pourquoi pas? Moi, j'ai plutôt tendance à dire par rapport à ça que, bien sûr, qu'il y a de la dette qui est liée au Covid. C'est très clair. Que l'on ait une ligne spécifique dans le budget de l'État ou qu'on se remémore quelle est la dette liée au Covid, absolument aucun problème par rapport à ça. Bon. Mais plus important que ça, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la dette, entre guillemets, courante justement du fonctionnement de l'État. Là-dessus, n'y a-t-il pas des choses à faire pour optimiser? Et surtout, que fait-on pour la dette supplémentaire qu'il va falloir aller chercher pour justement investir? Et je trouve que ce débat-là est finalement plus intéressant que celui de, même si c'est intéressant de suivre ce que l'on fait avec la dette Covid, mais le débat sur la dette et qu'on va lever pour de l'investissement me semble beaucoup plus intéressant. Et c'est là où on est dans une époque qui est intéressante elle aussi, puisque on a des taux particulièrement bas. C'est comme si une entreprise a, à un moment donné, un avantage compétitif absolument incroyable qui lui tombe un peu du ciel, ou peu importe où ça lui tombe, et qu'elle ne l'utilise pas. Donc c'est pour ça qu'il est fou de ne pas s'endetter pour de l'investissement quand on a de la dette à un coût aussi bas. Puisque, évidemment, s'endetter même pour de l'investissement, si on le fait à 0,5 ou si on le fait à 5 ou 10%, c'est évidemment pas du tout la même chose dans la charge du budget de l'État. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde et quand on compare, si on appelle ça les deux crises, entre 2008 et maintenant, pour schématiser, quelque part, la charge d'intérêt elle a été divisée par deux. Alors que
la dette a évidemment augmenté. Et donc c'est ça qui est intéressant à regarder. Et qu'à partir du moment où la charge de la dette est beaucoup moins forte et qu'elle diminue progressivement année après année, eh ben, ça veut donc dire qu'il est pertinent de s'endetter. Mais si on s'endette sur des choses où on sédimentarise la dette et les mauvaises dépenses, évidemment, là c'est tout à fait vrai que nos enfants, nos petits-enfants vont devoir payer les erreurs que l'on fait. Mais si l'on s'endette pour investir et donc pour créer de la richesse voulant dire... Oui, mais si on s'endette pour investir et payer de façon artificielle une production qui n'existe pas, ça c'est de la bonne ou de la mauvaise dette ? C'est une question évidemment très intéressante. Et c'est là où il faut distinguer plusieurs choses. Parce que vous faites quelque part référence certainement à de la dette qu'on pourrait élever pour aider des entreprises zombies ou ce genre de choses. Bon. Il y a plusieurs temps. Au début d'un choc, il faut soutenir tout le monde. Et quelque part que cette dette-là soit peut-être perdue parce qu'il y a certaines entreprises qui, même sans le Covid, devaient mais se c'est même ce que restructurer. disent les restaurateurs aujourd'hui, en fait. Ils disent, nous, on préférait travailler, on préfère faire notre métier, produire et faire ce qu'on sait faire et pas être sous perfusion. Donc, il y a quand même cette idée aussi qu'on investit pour sauver des entreprises. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et restaurateurs, chauffeurs de... Enfin, tout le monde vous dit ça. Il n'y a que des gens qui veulent trouver des propos polémiques pour expliquer que les gens veulent vivre avec des subventions. Non, personne ne veut vivre avec des subventions. Mais il faut aussi aborder les choses de manière différente. Il y a le soutien nécessaire et il y a après une différence dans le soutien. Vous parlez des restaurateurs. Si vous parlez, alors au-delà du poids dans l'économie, en termes d'emploi, en termes de pourcentage du PIB, etc., qui sont évidemment des choses très importantes. Mais allons un pas plus loin. Quand vous parlez à l'étranger de la France, gastronomie, c'est quand même quelque chose qui généralement arrive dans les trois choses que les gens vous disent sur la France. Bon. Et donc c'est évident que c'est une filière qui est très identifiée au pays. Donc c'est évident que c'est une filière qui doit être particulièrement protégée et particulièrement aidée, que ce soit par des mesures sanitaires qu'on peut aider ou qu'on peut assouplir, ou que ce soit par des aides. Alors, rembourser, cantonner ou annuler, le débat va continuer. En tout cas, il n'est pas tranché, il n'est pas réglé. On va quand même écouter les mots d'un autre converti. C'est notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à ce sujet. La dette, c'est de l'investissement, il le dit aussi. Mais alors, rembourser ou pas ? Au bout du compte, qui va payer ? D'abord, est-ce qu'il faut payer ? Ma réponse est clairement oui. Et je le redis pour une raison qui est simple, c'est que cette dette doit être achetée par des investisseurs. Et que si vous voulez que les investisseurs continuent à être intéressés par la dette française, il faut leur garantir qu'on la rembourse. Il y a une deuxième raison qu'on oublie trop souvent. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de dette publique qui est détenu par les Français, par les épargnants français, par l'assurance vie que vous et moi, nous pouvons avoir? C'est à peu près un quart de la dette publique française. Ben moi, j'irai jamais dire aux Français, jamais à un épargnant français qu'on ne lui rembourse pas l'argent qu'on lui doit. Et c'est exactement ce que disent ceux qui expliquent qu'il ne faut pas rembourser la dette. Ceux qui disent qu'il ne faut pas rembourser la dette, qu'ils aillent dire aux épargnants français qu'on ne leur rembourse pas l'argent qu'ils ont placé dans la dette française et qu'on ne leur remboursera pas leur assurance vie. Ceux qui disent qu'il ne faut pas rembourser la part européenne, celle qui est financée par la Banque centrale européenne de la dette française, qu'ils expliquent, allons au bout de la cohérence, qu'ils veulent sortir de l'Union européenne et se mettre en infraction par rapport au traité européen. Voilà, donc notre Bruno Le Maire, il dit il va falloir rembourser cette dette. Comment la rembourser ? Il dit il va falloir retrouver de la croissance. Alors là, certains diront que c'est un autre dogme, une autre mythologie à la manière de Dominique Méda. Il dit aussi qu'il va falloir faire des réformes de structure, et là on revient à la réforme des retraites ou autres réformes pensées avant la crise du Covid, et puis être aussi très bon dans sa gestion des finances publiques. Est-ce que ça vous semble être trois pistes intéressantes ? Est-ce que vous pensez aussi qu'il va falloir à un moment la rembourser ? Peut-être pas jusqu'au dernier centime, mais en tout cas prendre ce chemin-là à un moment ou à un autre. Alors, quand on pose ce débat du remboursement de la dette, en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour la France, mais d'ailleurs pour d'autres pays européens, et d'ailleurs pour la plupart des pays ? Vous avez, par exemple, une dette qui arrive à maturité, disons demain. Bon, généralement, vous l'avez déjà refinancée quelques jours ou quelques mois avant. Donc, c'est comme si vous aviez un phénomène de dette qui se poursuit, parce que vous remplacez une certaine dette par une autre dette, par une autre dette, par une autre dette. Bon. Donc, là-dessus, juste parce que tout d'un coup, on a l'impression qu'on pourrait décider un jour qu'on arrête tout. Non, on est dans un mouvement perpétuel. Ça, c'est juste pour qu'on comprenne bien déjà de quoi on parle. Alors,
Après, est-ce qu'il peut y avoir des aménagements qui sont faits dans des paiements de la dette ? C'est ce que certains pays émergents peuvent discuter. L'Argentine a trouvé un accord avec ses créanciers là-dessus, certains pays africains également. Donc, c'est des choses qui se font. Et c'est toujours après un équilibre qu'il faut trouver entre la crédibilité du pays auprès des marchés et le choix qu'on fait quand on dit qu'on doit revoir sa dette. Les pays européens, et la France, l'Allemagne, pour le moment, n'ont pas ce sujet-là à traiter, et c'est fort heureux, et ont une crédibilité extrêmement forte sur les marchés. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de faire certains raisonnements. Bien sûr que si jamais on allait dans des sujets au niveau de la BCE, par exemple, de dire qu'il faut annuler une partie de la dette de la BCE, ça ne se fait pas comme ça, évidemment, du jour au lendemain. Il y a des choses à faire, techniques. Mais ces choses-là aussi, s'il y a une volonté politique, elles peuvent se faire. Mais la question n'est pas de savoir s'il faut le faire maintenant, demain, 3 fois, 10 fois. La question est que ce genre d'acte extrêmement fort et fondateur est quasiment l'équivalent de quand on fait des critères de Maastricht ou quand on a vraiment quelque chose de très très fort dans la construction européenne. Donc moi je suis plutôt pour dire, ce sont des mécanismes qu'il faut maîtriser en technique, mais ce sont des décisions qu'il ne faut prendre que quand on a quelque chose d'extrêmement cohérent à proposer, que ce soit une mutualisation des dettes, que ce soit vraiment un progrès important pour l'Europe. Et à ce moment-là, on pourra collectivement se poser la question de est-ce que ça a du sens de considérer ce débat ou pas. Et donc ça doit être sanctuarisé et pas juste quelque chose qu'on discute sur un coin de table. Voilà, et vous le dites souvent, il faut poser aussi la question morale de la dette. C'est une fois encore la question de son affectation, rembourser cette dette ou comment utiliser cet argent autrement, les bons et les mauvais usages. Anne-Laure Kiechel, vous êtes conseillère économique aujourd'hui. Vous conseillez une vingtaine d'États dans le monde sur la question de ces dettes souveraines. C'est vraiment votre spécialité. On entend aussi comment vous plaidez la cause de cette dette. Et on se rend compte aussi que toutes ces questions sont quand même très techniques, très opaques pour la plupart d'entre nous, ce qui pose aussi peut-être la question des experts, du silence, de l'absence de transparence sur des débats qui sont pourtant au cœur de nos sociétés et de nos vies. Est-ce que vous pourriez passer le cap, le pas, et passer de l'économique, vous, au politique ? Est-ce que vous pensez, autrement dit, que les banquiers d'affaires font de bons ministres de l'économie, voire de bons présidents ? Est-ce que vous auriez envie de faire ce pas-là ? La question piège sur le jugement des autres. Non, chacun, vous savez, chacun doit être. C'était un clin d'œil. Mais vous, est-ce que vous pensez que la question n'est pas qu'économique ? Est-ce que vous pensez qu'elle devrait être aussi plus politique ? Non, mais c'est là, en effet, tout le débat. Et c'est pour ça que les choses sont, en effet, pas si simples que ça. La dette, c'est politique. Quand on endette un État, on peut lui faire, en fonction de la forme d'endettement qu'on choisit, renoncer à sa souveraineté. Si on fait ça, les citoyens doivent faire partie de cette décision. Donc cet acte-là de l'endettement, qu'on a justement, au contraire, souvent présenté comme un débat technique, est beaucoup plus un débat politique. Mais la manière dont moi je vois les choses, c'est que tout doit venir du politique et donc des citoyens qui les élisent, que le politique doit impulser une vision et qu'ensuite, après, les experts, les techniciens agissent. L'intendant suivra. Merci beaucoup, Anne-Laure Kiechel. Et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Grande Table des idées, Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez. Grande Table Culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse aujourd'hui d'Anouk Delfino. Thomas Beau à la réalisation aujourd'hui avec Jordan Fuentes. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi sur France Culture.